Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Clément Perrault. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable de la mobilisation citoyenne pour l'association Pour une autre PAC, donc la politique agricole commune de l'Union européenne. Mais si on vous a invité, c'est surtout parce que vous venez de sortir aux éditions Qui mal y pense, Democratize, un Frenchie dans la campagne de Bernie Sanders. Un livre qui tient bien son nom, puisque vous avez passé 6 mois embarqué dans la campagne des primaires démocrates en 2016, ce qui fait de vous un observateur particulièrement attentif de ce qui se passe aujourd'hui, alors même que la campagne est en train de recommencer pour les primaires démocrates de 2020. Alors, vous avez soutenu Bernie Sanders en 2016 face à Hillary Clinton. Il a perdu face à Hillary Clinton, mais cette fois, vous pensez qu'il a ses chances ? Bernie Sanders repart avec des atouts beaucoup plus forts pour gagner, effectivement. Il avait ses chances en 2016, il a perdu pour un certain nombre de raisons. La première grande différence par rapport à 2016, c'est qu'il est aujourd'hui très identifié, il part de moins loin. Ce qu'on appelle la name recognition, la renommée, ce qu'on dit en français. Faut savoir qu'en août 2015, quand Bernie Sanders commence sa campagne en Iowa, il est crédité de 1 à 2%. C'est le cas aujourd'hui de plein de petits candidats qui n'ont pas cet historique. Mais aujourd'hui, il est systématiquement au-dessus de 10, souvent au-dessus de 15, parfois même au-dessus de 20% dans tous les sondages, dans tous les États. Ça lui permet d'avoir une campagne qui déjà avance plus rapidement. L'autre élément, c'est que alors qu'en 2016-2015, quand il se lance en mai 2015. Hillary Clinton se lance mi-avril, lui en mai. Même si c'est rarement dit comme ça, il se lance sans l'envie de gagner, en tout cas sans la conviction qu'il peut aller jusqu'au bout. À ce moment-là, on ne sait même pas s'il aura assez d'argent pour tenir jusqu'en décembre 2015. Et entre-temps, il a structuré une base militante qui lui a permis de financer sa campagne. Aujourd'hui, il a un trésor de guerre de 40 millions de dollars, soit globalement 1/5 des sommes qu'il faudra dépenser sur l'ensemble de la primaire, qui sont sécurisées. Donc, il est certain d'aller au moins jusqu'au Super Tuesday et très probablement jusqu'à la fin. Et enfin, la grande différence entre 2016 et 2020, c'est qu'en 4 ans, le Parti démocrate a fondamentalement changé son approche sur les politiques qu'il porte. En tout cas, on va dire la base militante. Dans l'establishment, c'est différent. Mais du côté de la base militante, les sujets que portait Bernie Sanders et qui étaient considérés comme fringe, comme marginaux à l'époque, sont aujourd'hui font la centralité du débat. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord sur la couverture de santé universelle, sur la gratuité de l'université ou sur le Green New Deal, mais tout le monde en débat. Alors qu'en 2016, on avait encore souvent dans les débats entre Clinton et Sanders l'impression que ce que portait Sanders était purement idéaliste et ne valait même pas la peine d'être débattu. Alors, vous parlez de cette dichotomie entre l'establishment et la base militante au sein du Parti démocrate. Vous pensez à qui quand vous parlez de l'establishment ? Parce qu'il y a différents candidats, donc on n'a pas cité, mais les plus en vue, c'est Elizabeth Warren ou Joe Biden. Bernie Sanders arrive souvent après dans les sondages, il est souvent troisième. Qui représente l'establishment ? Elizabeth Warren, c'est l'establishment ? Joe Biden ? Quand je parle d'establishment, je ne parle pas forcément aujourd'hui des candidats, je parle plutôt de la machine de tête du parti. Le Parti démocrate est une énorme organisation qui, durant 20 ans, a été sous la mainmise de la famille Clinton et aujourd'hui aussi en partie avec un héritage fort de l'emprise que Barack Obama peut avoir. C'est une influence qui est tout à fait naturelle dans un parti qui dans un pays où le président a un rôle si important, mais ça biaise beaucoup de choses. Typiquement, en 2016, la présidente du DNC, qui est l'instance de direction du parti, qui a un nom imprononçable, qui s'appelle Debbie Wasserman-Schultz, DWS, pour aller vite, était l'ancienne directrice de campagne d'Hillary Clinton en 2008, co-directrice de campagne. Et c'est pourtant elle qui a piloté
le processus qui est censé être équitable des primaires entre donc, son ancienne favorite et Bernie Sanders. Ce biais-là, qui était très fort en 2016, s'est amenuisé en 2020. Néanmoins, on a quand même encore beaucoup de personnes. Typiquement, Nancy Pelosi, c'est l'establishment démocrate. Donc, elle n'est pas candidate aujourd'hui, mais la présidente de la Chambre des représentants. Donc, la Chambre des représentants, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, qui aujourd'hui est démocrate depuis l'hiver dernier. Et Nancy Pelosi, alors que quand elle était jeune, elle était relativement à gauche dans son parti, typiquement, elle s'entend très mal avec Alexandria Ocasio-Cortez, qui est, elle, l'incarnation de l'anti-establishment du parti. C'est quelqu'un qui bouscule les positions, qui n'a pas peur de remettre en cause les sortants, de soutenir dans leur campagne des gens qui sont peut-être moins expérimentés en politique, mais plus proches du terrain et plus cohérent par rapport à des candidats sortants qui parfois n'ont pas été challengés durant 20-25 ans. Donc cet establishment du parti, pour revenir sur cette question, aujourd'hui n'est pas aligné avec les positions politiques de Bernie Sanders. Mais est-ce qu'il est plus aligné, est-ce qu'il serait plus aligné avec ceux de Elizabeth Warren par exemple? Alors c'est intéressant le cas de Warren. Qu'est-ce qui différencie? Parce qu'en fait souvent on associe les deux, on dit oui c'est la gauche du Parti démocrate, Elizabeth Warren et Bernie Sanders, mais qu'est-ce qui les différencie vraiment? Ce qui les différencie, c'est ce que dit Warren depuis 4 ans, Sanders le dit depuis 40 ans. C'est la première grande différence et c'est ce qui donne au discours de Sanders la certitude que ce n'est pas un discours opportuniste. Il faut quand même se rappeler que Elizabeth Warren est un cas intéressant en 2016 parce que donc, Hillary Clinton a préparé sa campagne depuis, en gros, le soir de sa défaite en 2008, mais même plutôt, allez, on va dire, depuis janvier 2013, il y a des gens qui sont staffés en Iowa, qui sont employés en Iowa pour commencer à structurer la base militante d'Hillary Clinton pour la campagne de 2016, donc 3 ans avant. Néanmoins, l'annonce officielle de campagne d'Hillary Clinton arrive dans le premier trimestre, au tout début du deuxième trimestre 2015, et là, la gauche du parti va voir Elizabeth Warren, lui demande de se présenter comme candidate, il y a même des militants qui organisent qu'on appelle des house parties, des soirées de militants pour faire monter en fait, la fièvre militante en faveur d'Elizabeth Warren, et elle n'y va pas. Et c'est parce qu'elle n'y va pas que Bernie Sanders, qui refuse de voir la primaire totalement donnée d'avance à Hillary Clinton, se lance. Mais il se lance la fleur au fusil à ce moment-là. Pourquoi Elizabeth Warren n'y va pas à ce moment-là? C'est difficile, elle ne s'est jamais vraiment expliquée sur le sujet, mais il y a plusieurs éléments qui peuvent être quand même envisagés. Le premier, c'est une certaine solidarité féminine, c'est-à-dire que la candidature de Hillary Clinton était quand même l'occasion d'avoir une femme présidente et qu'on pouvait se dire que c'était dommage d'avoir un combat soroicide. L'autre, c'est peut-être une plus grande connaissance ou un moins grand idéalisme quant à la capacité à battre Hillary Clinton au sein de cette machine démocrate qui roulait entièrement pour elle. Du coup, elle s'est dit, je vais y perdre trop de plumes, j'attends, on verra dans 4 ans. Ce qui fait que typiquement, durant la campagne de 2016, elle n'a jamais appuyé, endorsé, ce qu'on appelle, donc apporté son soutien officiel, ni à Sanders, ni à Hillary Clinton jusqu'à la fin. Et quand, après la primaire de Californie, Hillary Clinton est certaine d'avoir la nomination, on a Elizabeth Warren qui apporte son soutien. Leur premier meeting commun est très difficile à regarder. Parce qu'on sent quelque chose de très forcé, pas vraiment convaincu, et c'est normal. On sort d'une campagne qui a montré toutes les faiblesses d'Hillary Clinton, son manque d'intégrité, son manque de progressisme, et néanmoins, on a Elizabeth Warren qui est obligée de se ranger à ça. Et le fait que Elizabeth Warren ait comme ça ce côté « je ne vais pas aller directement à l'encontre des intérêts de l'establishment », pose question sur comment elle va gérer son mandat en tant que présidente si elle est présidente, de quelle manière elle va aussi se comporter vis-à-vis des dome tickets. Donc c'est donc parce que physiquement le bulletin de vote américain, on a en haut on choisit pour le président, en dessous on choisit pour les sénateurs, en dessous on choisit pour les représentants à la Chambre. Et du coup, dans ces dome tickets, durant la primaire, il va falloir choisir. Est-ce qu'on choisit des gens très progressistes qui sont en candidature contre des gens très installés, ou est-ce qu'on décide de faire plaisir à l'establishment? Sur ça, c'est pas clair. L'autre élément qui n'est pas très clair sur Elizabeth Warren, c'est qu'elle a quand même un historique où elle a été républicaine dans les années 80. Elle ne s'en est jamais vraiment expliquée.
Par ailleurs, le dernier élément qui est sur une des politiques qui fait vraiment débat en ce moment, donc la couverture de santé universelle, Bernie Sanders est en faveur de ce qu'on appelle un single payer healthcare, donc en gros une couverture de santé universelle publique, exclusivement publique. Elizabeth Warren manque de clarté sur le sujet, ce qui laisse à penser que peut-être qu'elle aimerait une solution de compromis qui permettrait d'être plus arrangeante vis-à-vis des sociétés d'assurance privées qui sont néanmoins très voraces pour l'ensemble du peuple américain et qui fait que les Américains ont des frais de santé beaucoup plus importants. Donc aujourd'hui dans pas mal de sondages, État par État ou même des sondages plus généraux, on voit que les trois premiers candidats pour la primaire démocrate, c'est Elizabeth Warren et Joe Biden, souvent dans les deux premiers, et puis Bernie Sanders d'ailleurs. Comment ça se fait? Comment vous l'expliquez? Joe Biden, dès son entrée en campagne, est entré en tête dans les sondages pour la simple et bonne raison que c'est le plus connu et qu'il arrive avec son bagage de vice-président d'Obama. Néanmoins, Joe Biden ne monte pas dans les sondages, il reste à son seuil haut et il n'a, je pense, que des coups à prendre dans cette primaire. Ceux notamment, comme Kamala Harris l'a fait en juin, démontrant son manque d'intégrité sur la question du racisme aux États-Unis, et ceux sur aussi ses positions politiques pas très intéressantes, c'est-à-dire qu'il n'est aujourd'hui pour aucune des grandes positions politiques fortes que sont la couverture de santé universelle ou la gratuité de l'université ou la transition environnementale. Il n'a lui-même pas un programme particulièrement intéressant sur le sujet. Donc je parie sur le fait que Joe Biden va globalement baisser progressivement au cours de cette campagne. La question c'est à quelle vitesse et est-ce qu'il baissera suffisamment vite pour ne pas être le nominé final. Au détriment de qui? Au détriment de qui? Alors ce qui est intéressant c'est que tous ces sondages-là, parce qu'on est dans l'urgence de l'information, on commente que les chiffres agrégés. Sauf qu'il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est tous les autres chiffres analysés en termes de catégories de population et aussi les dynamiques. Typiquement, un des types de sondages qui est intéressant, c'est dans une primaire comme ça avec 25 candidats où dès qu'il y a un abandon, ça se reporte, c'est quel est votre deuxième choix? Il se trouve que Bernie Sanders est le deuxième choix de la majorité des électeurs de Elizabeth Warren et de Joe Biden. Donc, un abandon de Biden peut être tout à fait favorable à Bernie Sanders. Même si, évidemment, tout ça peut changer dans 3 mois si ça se trouve leur deuxième choix, ce sera Warren. L'autre élément, c'est l'essor ces derniers mois de Elizabeth Warren, qui avait commencé avec plusieurs points en dessous de Bernie Sanders, qui aujourd'hui est coude à coude avec lui et souvent devant. Il y a plusieurs éléments pour expliquer ça. Il y a le sentiment de nouveauté, c'est-à-dire qu'Elizabeth Warren est une nouvelle figure. Il y a évidemment le fait qu'elle est relativement plus jeune, que c'est une femme et que du coup elle incarne davantage une certaine... Relativement plus jeune, parce que là, voilà, elle a quand même 70 ans et lui 78. Ouais. Joe Biden a 76 ans, mais typiquement par rapport à Joe Biden, Elizabeth Warren s'exprime très bien. C'est-à-dire qu'on a 3 candidats, mais il y en a un qui fait des phrases parfois pas très compréhensibles et qui a globalement toujours au moins une gaffe dans son discours, et on a 2 autres, Sanders et Warren, qui ont une éloquence sur scène qui fait qu'ils passent très bien. Après, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est le biais médiatique. C'est-à-dire que les médias ont intérêt à ce que cette campagne, qui est un marathon, soit aussi un peu comme un Tour de France. C'est-à-dire qu'on garde les gens en haleine. Et du coup, on se rend compte qu'actuellement, ils ont tout intérêt à faire monter la candidature d'Elizabeth Warren, et ils le font parfois avec des biais surprenants, tellement ils sont grotesques. Typiquement, la semaine dernière, il y a eu un événement dans le comté de Polk, qui est un des gros comtés de l'Iowa, et MSNBC a présenté le trombinoscope des candidats qui étaient présents. Ils ont mis Warren, ils ont oublié Sanders. Sanders est toujours 2e ou 3e dans les sondages. Plusieurs fois, les sondages qui sont présentés montrent du coup les noms des candidats censés être triés par ordre croissant, et on a Biden à, je sais pas, allez, on va dire 29, Warren à 25, Bernie à 27. C'est là, mais pourquoi vous l'avez mis 3e, vous ne savez pas compter? Et c'est marrant parce qu'on voit ça aussi souvent, dès qu'il y a des graphiques, en fait, il y a des biais qui sont très simples à mettre. On l'a vu plusieurs fois avec BFM sur différents types de sondages, en France aussi, sauf que l'image marque beaucoup. Le dernier élément qui fait récit là ces derniers jours, c'est que Elizabeth Warren a reçu l'appui officiel d'un petit parti qui s'appelle le Working Families Party,
qui est un parti qui existe que dans certains États des États-Unis et qui est très progressiste. Ce parti-là avait appuyé Bernie Sanders en 2016 et on est face à une polémique actuellement parce que donc, pour la procédure d'endorsement, la base militante a 50% du poids des votes et la direction du parti a 50% du poids des votes. Sauf qu'ils n'ont pas rendu public le résultat du vote militant. Vu les résultats, il semble tout à fait probable que la base militante était majoritairement pour Sanders avec plusieurs points d'écart par rapport à Elizabeth Warren et que c'est la direction du parti qui a endorsé Elizabeth Warren. Il se trouve qu'on se rend compte ces derniers jours que le think tank dont la fille d'Elizabeth Warren est directrice, Demos, a fait un don de 45 000 € l'an dernier au Working Families Party et c'était la première fois que Demos faisait un don au Working Families Party. On est sur une campagne qui va être longue avec beaucoup de rebondissements. Il est du coup important de ne pas se laisser absorber et happer par des sondages à 3 ou 4 mois du premier vote. L'assise financière, la capacité à mobiliser ses militants et à faire du réseau sur le terrain va être beaucoup plus déterminante. À chaque fois qu'on voit les sondages 3 mois avant, on a l'impression que c'est foutu pour Sanders. Il se trouve qu'à 3 jours de l'élection, c'est rarement le cas. Comment est-ce que le mouvement Sunrise, qui est un mouvement qui est plutôt issu de la base militante, voire qui vient en dehors du Parti démocrate, comment ce mouvement en fait est susceptible d'influencer la primaire démocrate ou même le fonctionnement du Parti démocrate en général? Le Sunrise Movement est un mouvement porté sur les questions écologiques qui se positionne à la gauche du parti et qui est globalement assez proche de Alexandria Ocasio-Cortez. Avec des jeunes. Voilà, avec beaucoup de jeunes. Il s'est passé quelque chose d'assez intéressant dans ce qu'a cranté le Sunrise Movement au sein de la primaire cet été. C'est-à-dire qu'au printemps, le Sunrise Movement, je crois, lance une pétition, ou en tout cas fait un appel pour que le Parti démocrate organise un débat entre les candidats exclusivement sur la question écologique, sur la question de la climate crisis, comme ils disent, considérant que c'est un sujet qui n'est pas assez couvert et qui mérite un débat à lui tout seul. L'establishment du Parti démocrate qui choisit et qui débat de la question axe pour on ne fera pas de débat exclusivement sur la question climatique. Et ce qui s'est passé fin ou début septembre, c'est que CNN a décidé de prendre de court le Parti démocrate puisqu'ils ont organisé un débat sous un format, ce qu'on appelle le town hall. Donc il y a 2 types de débats. Il y a le débat, ils sont tous sur scène et ils peuvent se répondre mutuellement. Mais au passage, il n'y a pas d'égalité de temps de parole. C'est très biaisé. Et il y a le town hall qui est plus intéressant en termes de temps de parole parce qu'ils sont tous égaux, mais ils sont les uns après les autres et ils répondent à des questions du public. Eh bien, CNN a organisé un town hall de 7 heures d'affilée avec 10 candidats, 40 minutes de parole chacun, ce qui fait quand même encore au passage beaucoup de pages de pub. Et tout ça pour en fait répondre à une attente militante, à une attente aussi globalement populaire aux États-Unis sur le sujet, parce que CNN ne fait pas ça pour le plaisir du débat politique, il fait ça parce qu'il y a de l'audimat. Donc, ce qui est intéressant pour le Sunrise, dans la manière dont le Sunrise Movement a réussi à amener ça, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on n'est pas obligé d'avoir la validation du parti pour influencer la primaire. Il y a d'autres alliances tout à fait opportunistes de circonstances, avec notamment des grands médias qui peuvent se mener. Alors, j'ai une dernière question, Clément Perrault. Il y a une procédure d'impeachment qui est à l'encontre de Donald Trump qui a été lancée par Nancy Pelosi, la présidente, donc, comme on a dit tout à l'heure, démocrate de la Chambre des représentants, à propos d'une enquête que le président américain aurait demandé à son homologue ukrainien. Est-ce que vous pensez que ça a une chance d'aboutir? Mais surtout, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait renforcer en fait Trump dans sa stratégie pour 2020, notamment dans sa stratégie de victimisation, de dire voilà, tout le monde est contre moi? Donc, Donald Trump a annoncé sa candidature, a déposé sa candidature pour la primaire de 2020 au lendemain de son élection ou de sa prise de fonction en novembre ou en janvier, donc novembre 2016 ou janvier 2017. Mais c'est-à-dire que Donald Trump s'est systématiquement projeté dans cette élection-là. Durant longtemps, Trump a été relativement haut dans les sondages, plus haut qu'Obama durant son premier mandat. Donc même s'il est détesté par une partie américaine, il avait, enfin une partie de l'électorat et notamment chez les démocrates, il avait quand même une bonne chance de gagner. Aujourd'hui, il est relativement plus faible. Néanmoins, il reste le candidat d'office, présumé, pour le Parti républicain. Et aujourd'hui, aucune primaire n'est organisée
est prévue. Il pourrait y en avoir une si retournement de situation. C'est-à-dire que typiquement, cette procédure d'impeachment le fasse chuter dans les sondages et fasse que les républicains, donc les sénateurs républicains notamment, ne soient plus confiants de pouvoir garder le Sénat républicain en étant en dessous dans le ticket, sur le bulletin de vote du nom de Donald Trump. Parce qu'aujourd'hui, pour aller au bout de la procédure d'impeachment, on a besoin de l'accord des 2/3 du Sénat. Sachant que le Sénat est aujourd'hui majoritairement républicain et que les républicains ont probablement des convictions politiques profondes, mais en tout cas, ils ont un intérêt politique à rester en place qui fait que s'ils pensent qu'ils peuvent gagner avec Trump, ils garderont Trump président. Après, si la procédure d'impeachment, même sans aller au bout, affaiblit trop Donald Trump, il est possible qu'on ouvre la possibilité d'une primaire. Après, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, alors que Nancy Pelosi lance ça et qu'elle est l'incarnation de l'establishment démocrate, finalement, ne plus avoir Trump, c'est peut-être aussi garantir l'effondrement de la candidature de Joe Biden. Joe Biden, aujourd'hui, est haut dans les sondages, mais il n'a que des coups à prendre. Et un des éléments qui font la force de sa candidature, c'est la croyance partagée par une majorité démocrate qu'il serait particulièrement bon pour battre Donald Trump. Si Donald Trump n'est plus là, on n'a plus besoin de Joe Biden. Et ça réouvre le débat tant sur Sanders Warren que sur les autres petits candidats, que ce soit Pete Buttigieg, Beto O'Rourke ou Kamala Harris. Merci beaucoup Clément Perrault.